Sur la première, 7h37, l'industrie suisse a-t-elle surmonté l'épreuve du franc fort plus de 2 ans après l'abandon du taux plancher de 1 franc 20 pour 1 euro et la flambée du franc qui a suivi? Aujourd'hui, l'euro s'échange à 1 franc 07, taux de change évidemment très défavorable pour nos exportateurs. Il n'empêche, pour de plus en plus d'observateurs, la majorité des entreprises suisses s'est adaptée à ce taux de change. En témoigne le niveau record des exportations suisses l'an dernier, 210,7 milliards de francs. Alors, nos exportateurs n'ont-ils plus rien à craindre du franc fort? Un patron est avec nous ce matin. Bonjour François Gabella. Bonjour. Merci d'être notre invité jusqu'à 8h dans notre studio lausannois. Vous êtes le président exécutif de l'EM, c'est un groupe industriel basé à Genève, spécialisé dans les solutions de mesure des paramètres électriques, groupe qui emploie 1400 personnes dans le monde, pas seulement en Suisse. Vous êtes coté à la bourse suisse. On l'entendait tout à l'heure, les grands groupes actifs dans les machines et les équipements, comme le vôtre par exemple, sont très résilients face au franc. C'est au prix de quelques délocalisations, quelques suppressions d'emplois en Suisse. On entendait plusieurs centaines d'emplois supprimés. Est-ce que le pire, 2 ans après, un peu plus de 2 ans après, est derrière nous ? Oui, je pense que si on observe l'ajustement majeur qui a eu lieu sur le franc suisse, on a passé de 1,35 puis à 1,20 qu'on n'a pas réussi à défendre comme niveau, puis maintenant environ 1,07 qui semble être un nouvel équilibre. Je pense que vu qu'on assiste à une stabilisation de ce taux, je pense qu'il n'y a pas de grande vague à attendre. Toujours est-il que les entreprises, comme vous l'avez dit tout à l'heure, restent sous forte pression et cherchent et continuent à chercher à rétablir leur marge bénéficiaire, puisque la moitié des entreprises de l'industrie des machines, par exemple, sont toujours dans des zones de profitabilité entre négatif et 5%. Ce qui est évidemment insuffisant pour leur permettre d'investir suffisamment. Et donc, ces entreprises vont continuer à chercher des solutions pour être plus compétitives. 1 euro pour 1 franc 07, est-ce qu'on peut descendre plus bas ? Vous savez, c'est un grand débat qu'on a eu à l'époque. La Banque nationale suisse disait à l'époque et continue à dire que le franc suisse est surévalué. Je me suis toujours inscrit en faux par rapport à cette croyance, dans la mesure où, ce sont les marchés qui décident de la parité et que les fondamentaux qui, à mon avis, sont les principaux guides d'une évolution de la parité sont toujours en très grande faveur de la Suisse, à savoir la balance commerciale, comme vous venez de le souligner. Pas seulement la balance commerciale, mais le surplus commercial qui a, dans ces 2 dernières années, a atteint 2 records historiques, mais aussi les ménages publics et les déficits publics qui sont exemplaires par rapport à beaucoup de pays. Alors il y a pas mal de résilience, mais au prix de quelques traumatismes. L'appréciation brutale du franc introduit un déséquilibre qui incite évidemment les industries les entreprises à créer des emplois à l'étranger plutôt qu'en Suisse, et vous n'échappez pas à ça. Vous avez créé des emplois à l'étranger, 200 à 300, c'est ça, François Gabella ? Exactement. D'abord, n'oublions pas que nous ne vendons que 2% de ce que nous fabriquons en Suisse. Donc, nous sommes essentiellement un groupe tourné vers l'extérieur. Ceci dit, si on dissèque le tissu de ma société, on se rendra compte que, d'une manière générale, l'emploi en Suisse n'a pas tellement varié. Par contre, sa composition s'est fortement décalée du côté d'emplois à forte valeur ajoutée, d'ingénierie, des services, du marketing de haut niveau. Donc, à travers ma société, vous voyez un peu le portrait de la Suisse qui n'a pas cessé de se tourner vers des tâches à valeur ajoutée supérieure, qui précisément sont les tâches qui nous permettent de mériter un niveau de vie supérieur au pays qui nous entoure. On résume schématiquement, François Gabella, on est résilient face au franc fort parce qu'on s'adapte, parce qu'on produit moins en Suisse, on exporte toujours autant, mais on fait fabriquer ailleurs. Par contre, on va de plus en plus vers une industrie des services. C'est ce qui nous permet de survivre à ça, voire même de bien traverser la crise. Non, pas forcément des services, dans la mesure où l'EM reste et restera une société industrielle qui conçoit, produit et livre des composants essentiellement industriels. Par contre, dans cette chaîne de valeur, effectivement, la production, qui est dans notre cas relativement simple, est une chose qui peut être faite avantageusement plus proche des clients et surtout à des coûts inférieurs. On l'a dit, les grands exportateurs s'en sortent plutôt bien. Par contre, les PME trinquent, en particulier les sous-traitants. On entendait un représentant de
de ces entreprises-là. Est-ce que les grands perdants du Francfort en Suisse, finalement, ne sont pas ces sous-traitants? On avait des chiffres, 30 000 places de travail perdues en 8 ans, dont 10 000 places ces 2 dernières années. C'est vraiment eux qui trinquent. Effectivement, les sous-traitants sont doublement exposés par rapport à ces mutations. D'abord, ils sont souvent des capacités excédentaires par rapport aux fabricants, par exemple dans l'horlogerie, qui eux, quand la conjoncture se tend un peu, tendent à rapatrier un certain nombre d'opérations, et donc les premiers touchés sont les sous-traitants, donc il y a une question conjoncturelle. Et puis deuxièmement, ce sont des entreprises qui n'ont pas de produits propres et qui évidemment, en période de conjoncture plus tendue, ont plus de peine à écouler une originalité d'un produit. On le disait, il y a des créations d'emplois dans le domaine des services. Est-ce que c'était un problème fondamentalement pour vous, et la branche que vous représentez, que la Suisse évolue de l'industrie vers les services? Vous le disiez, c'est un portrait de la Suisse auquel on est en train d'assister. C'est vers ça qu'on va? Première question. Et deuxièmement, est-ce que c'est un problème? Absolument, ça serait un problème. La Suisse reste un pays quand même fortement industriel. La diversité du tissu industriel du tissu économique est une chose essentielle à la Suisse, parce que la diversité est un gage de stabilité, parce qu'une branche peut aller bien un jour et peut aller moins bien un autre jour. Donc il est important de garder cet équilibre. D'autres pays ont sciemment sabré leur domaine industriel, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Grande-Bretagne. On revient un peu en arrière aux États-Unis. Aujourd'hui, alors on revient en arrière en parole et on allume des cierges pour faire revenir l'industrie. Mais ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que les cycles économiques sont extrêmement longs et qu'entre le moment où on souhaite qu'une industrie revienne et le moment où elle revient, c'est extrêmement long parce qu'il s'agit de recapturer un certain nombre de compétences. Que faut-il faire en Suisse? J'imagine qu'un nouveau taux plancher ne vous paraît pas possible ou même souhaitable, François Gabella? Non, je l'ai dit déjà précédemment, pour moi c'est totalement illusoire. Pour moi, il faut continuer à travailler sur 2 axes. Le premier, c'est d'arrêter de nous voter ce que j'appelle des encoubles en vaudois, qui sont des obstacles. Vous venez d'en mentionner encore ce matin une nouvelle idée géniale d'un parti que je ne nommerai pas, mais il y en a aussi de gauche, et toutes ces initiatives... C'est une initiative pour favoriser le travail aux Suisses, enfin aux habitants de la Suisse. Exactement, donc ouais. toujours pétri de bonnes intentions, mais avec des conséquences évidemment extrêmement toxiques. Mais il y en a d'autres qui venaient de la gauche, le salaire minimum, et j'en passe. Donc arrêtons de nous voter de ce genre de bêtises. Deuxième chose, continuons à, je dirais, faire du fitness par rapport à l'ensemble du tissu économique. Il y a une chose ici que je trouve assez regrettable, c'est que alors que l'économie d'exportation, ma société en particulier, se bat sur des marchés internationaux, se bat par rapport à des pays qui ne reconnaissent pas la propriété intellectuelle, qui font du dumping, qui font toutes sortes de choses, on ne s'en plaint pas. Ça fait partie évidemment du sport. Si on fait jouer au football, il faut bien sûr s'attendre à prendre des coups de pied. Par contre, ce qui est toujours assez désagréable, c'est de voir que dans le reste de l'équipe, dans l'arrière, si on veut, il y a des entreprises qui ne font pas, à mon avis, suffisamment d'efforts. Je parle ici, d'une part, de l'économie intérieure, du marché tourné vraiment vers l'intérieur, et d'autre part, de l'administration qui a pris un certain nombre de points ces derniers temps. Alors, il y a plusieurs points. Bon, d'abord, je reviens sur cette initiative dont vous parlez, dont on révélait en primeur la tenue il y a quelques minutes. Engager d'abord, s'il y a une offre d'emploi, engager d'abord un chômeur suisse plutôt qu'un étranger. Vous pensez que c'est une bêtise, François Gabella? Non, je pense que l'intention est bonne, mais pour arriver à cette fin, il s'agit de dispenser une meilleure formation, de faire de l'encouragement, de la sensibilisation au monde d'entreprise, et aussi à responsabiliser les individus, à vraiment faire des efforts pour s'insérer dans le marché du travail. Mais toute mesure qui va au-delà de ça et qui devient contraignante, à première vue, évidemment... La bêtise, c'est la contrainte, en l'occurrence, pour vous. C'est la contrainte. Regardez les pays qui nous entourent. La plupart ont trouvé extrêmement intelligent de faire de l'interventionnisme dans le marché du travail et de se dire, pour lutter contre le chômage, on va interdire de licencier, ce qui, à première vue, paraît être une bonne idée. Le seul problème, c'est que les entreprises n'investissent plus et n'engagent plus. Et même en Suisse, c'est une chose que je pense qu'il faut relever parce qu'elle est assez inquiétante, on a une recrudescence d'engagement en contrat à durée déterminée. Et cela reflète une peur des entreprises à s'engager sur le long terme. Et gardons cette flexibilité pour adapter les effectifs
en montée quand tout va bien et en descente quand tout va mal. Et pas ça chez vous, les contrats à durée déterminée, François Gabella? Nous en avons, mais d'une manière extrêmement limitée. Nous favorisons les emplois à durée permanente ou indéterminée. Pourquoi? Parce que la motivation et l'identification du collaborateur est beaucoup plus forte. Alors, deuxième point que vous souleviez, le différentiel qui se creuserait entre l'industrie d'exportation dont vous faites partie et l'économie intérieure. Bon, l'économie intérieure, on peut penser à la grande distribution, hein, notamment. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, là, les marges sont trop grandes encore pour vous? On a deux problèmes. Le premier, c'est que vous avez des grandes entreprises européennes et mondiales qui se réunissent pour décider de la politique des prix et qui, quand ils arrivent sur le cas suisse, se disent ces gens-là ont un pouvoir d'achat supérieur, donc on va monter leur prix. Donc il y a des gens qui pratiquent des prix qui sont absolument inacceptables et vous avez un manque de concurrence. Vous parlez de la grande distribution. Prenez les surfaces commerciales en Suisse, elles sont environ 50% supérieures à la moyenne par habitant de surface commerciale dans les autres pays. Donc on a un problème et il serait bien que ces autres secteurs fassent un effort aussi pour soutenir le niveau de coût en Suisse qui aidera évidemment les entreprises exportatrices. On pense au duopole, Migros, Coop. Vous dites ces deux entreprises doivent faire un effort, mais un effort sur qui, sur quoi? Baisser le salaire des caissiers ou des caissières? Non, enfin, je pose la question. Est-ce que il faut aller jusque-là? La manière de laquelle ces entreprises s'organisent, si vous regardez un peu en détail, vous vous rendez compte qu'ils ont à tout prix barré la route à d'autres entrants dans le marché suisse et on a eu une construction galopante de centres commerciaux tous azimuts et que je pense que la capacité en mètres carrés de surface commerciale est à mon avis trop importante. Mais il faut freiner ça comment? Qui peut freiner ça? Les communes? Il faut des lois contre ça? Non, pas de loi. On a un monsieur Prix qui malheureusement est souvent muselé, mais que laisser davantage de latitude à cet organisme de surveillance des prix pour qu'il fasse son travail, qu'il dénonce et qu'il ait véritablement un levier sur les secteurs. J'aimerais pas stigmatiser la grande distribution, mais un certain nombre de ces secteurs ont des pratiques qui sont absolument inacceptables. Oui, parce qu'un caissier ou une caissière ne gagne pas beaucoup d'argent. Vous êtes d'accord, François Gabella? Il ne faut pas baisser ce salaire-là. Non, mais je poussais le bouchon un peu loin. Ce n'est pas le salaire de la caissière qui est déjà considérablement sous pression. C'est le mode de fonctionnement d'un certain nombre d'acteurs économiques qui n'est pas suffisamment stimulé par la concurrence. Alors voilà pour le Francfort. Enfin, on pourrait encore en parler une heure avec vous. C'est passionnant. Il y a un autre sujet qu'on va aborder une ou deux minutes. C'est la stratégie énergétique sur laquelle on va voter dans moins d'un mois. Batterie de mesures pour accompagner le remplacement du nucléaire par tout un tas d'énergies renouvelables en Suisse. François Gabella, j'ai cru comprendre que vous voterez oui, contrairement à pas mal de patrons, et notamment à Suisse même, la fêtière. C'est juste, vous êtes favorable à cette stratégie? Oui, en très peu de mots. L'initiative du Conseil fédéral va dans la bonne direction. On ne peut pas se pointer année après année à la COB avec des têtes d'enfants de cœur et faire des promesses. Maintenant, il s'agit d'agir. Et en matière énergétique, il y a un cauchemar planétaire qui est que 60% des énergies consommées sur cette planète sont d'origine fossile. Et le cauchemar total avec ces énergies, c'est que ce sont les plus abondantes et les meilleurs marchés. Et l'économie de marché, qui est le principe économique auquel je suis fermement attaché, malheureusement, ne fonctionne pas en matière d'écologie. Et sans interventionnisme intelligent, dosé et mesuré, le phénomène ne changera pas. Donc la proposition de Doris Leuthard qui consiste à d'une part économiser et d'autre part inciter le transfert vers des énergies plus renouvelables et moins impactant la nature est à mon avis tout à fait justifiée. Vous n'avez pas réussi à convaincre la fêtière, votre voix n'a pas été entendue? Il y a des grands débats. La position de la fêtière n'est pas uniforme dans ce sujet. Elle relève des carences et des lacunes de cette loi. Vous savez, quand vous poussez un projet comme ça, soit vous faites un grand paquet qui a le mérite de montrer une stratégie d'ensemble et une certaine cohérence. Le problème, c'est que cette stratégie, évidemment, peut s'attirer les foudres de l'une ou l'autre des parties concernées. Donc vous avez des gens de droite qui sont effectivement assez nerveux à l'idée d'interventionnisme de l'État. Vous avez même à gauche, M. Roch, qui est une chose totalement aberrante, dit que... Philippe Roch, Philippe Roch, oui, qui trouve que ça sera moche d'avoir des éoliennes.
Je crois que le fondement de cette votation, s'il n'y avait qu'une chose à retenir, c'est que sans incitation et sans être prêt à faire des sacrifices au niveau de nos coûts, au niveau de notre paysage, au niveau de nos habitudes, cette transition vers une société écologique ne se fera pas et nos enfants auront des très gros problèmes. Et l'économie, le monde économique suisse en général est assez divisé sur la question. Même l'économie suisse refuse de se positionner tellement c'est délicat. Est-ce que le patronat fait encore son boulot là? Je l'ai dit, le patronat regarde toute une série d'aspects et est composé d'une série de branches. Évidemment que les situations et les positions sont nuancées. Quelques articles de presse, si vous êtes d'accord, François Gabella. Le Temps explique ce matin, avec Valérie Droux qui l'a lu, pourquoi il faut garder les seniors dans les entreprises. On en parlait hier d'ailleurs. Oui, un sondage d'IBM met en garde d'abord. Quand la génération des baby-boomers prendra sa retraite, de nombreuses entreprises qui trouvent les quinquagénaires dépassés, ces entreprises découvriront trop tard que de précieuses expériences les ont quittées et que les nouveaux talents ne suffiront pas à les remplacer. Une autre analyse d'une entreprise suédoise, leader mondial des verrous, Assa Abloy, conclut que garder les seniors lui permettait un meilleur partage des compétences et des savoirs, mais aussi un chiffre d'affaires élevé. Et comment faire donc pour les garder? Eh bien, elle propose des jours de congés supplémentaires à partir de 58 ans, des cours de santé et de bien-être et une adaptation des postes pour que ces seniors puissent prendre en charge le mentorat de jeunes collègues. Et puis, il y a aussi l'État finlandais, lui, qui a pris une mesure fortement incitative. Les individus peuvent choisir de travailler jusqu'à 68 ans et ils ont alors droit à une augmentation de 4,5% de leur retraite pour chaque année travaillée au-delà de 63 ans. Modèle scandinave. C'est un exemple pour vous aussi, François Gabella, le modèle scandinave? Écoutez, en matière de seniors, par exemple. Ils ont été jusqu'au boutiste, ils ont fait des grosses bêtises dans les années 80, mais ils sont bien réatterris sur Terre. Et je pense que dans ce domaine-là, ils sont probablement assez progressistes. Mais sur le fond, bon, je suis évidemment tout sauf objectif dans la mesure où j'approche les 60 ans. Mais il est vrai que la mécanique du marché du travail va cruellement, on l'a vu au Japon récemment, va devoir remettre un certain nombre de personnes au travail. Je pense que entre guillemets, les personnes âgées d'aujourd'hui sont beaucoup plus fit qu'il y a 20 ans ou 30 ans parce qu'elles sont beaucoup plus en contact avec les méthodes modernes de travail, elles sont beaucoup plus fit au niveau de leur santé et je pense que si on adapte leur temps de travail, si on adapte leur mode de travail, si leur structure salariale qui aujourd'hui est un des handicaps puisque les salaires ne font qu'augmenter au cours d'une carrière et il faudrait avoir peut-être des modèles un peu plus mieux reflétant, à même de refléter la réalité de ce qu'ils font. Je pense qu'on va arriver indubitablement vers ces modèles. Jacques-André Maire, qui était votre préopinant hier à cette place, conseiller national socialiste neuchâtelois, président de Travail Suisse, disait il faut arrêter de mettre des âges sur les offres d'emploi pour favoriser l'embauche des seniors. Vous seriez prêt à ça? Oui. On engage aujourd'hui des personnes et on ne met plus un âge, on met, avec un terme assez pudique, ils doivent, entre guillemets, avoir suffisamment de niaque pour pouvoir vraiment s'engager dans son travail. Donc qu'il ait 65 ans, mais qu'il ait encore faim et envie de réaliser des choses, n'est absolument pas un problème pour La niaque n'est pas une question d'âge. Voilà, on va retenir ça ce matin. Bon, l'ironie de l'initiative contre les salaires abusifs des top managers, ça c'est à lire dans la presse alémanique, Sandra Timmerly. Oui, un frein aux salaires abusifs que les Suisses sont acceptés en votation. Alors qu'ont fait concrètement les grandes sociétés? Selon la NZZ, elles soumettent aux actionnaires le budget à venir parce que dans un vote après coup, les dirigeants ne seraient pas sûrs de voir leur bonification acceptée. Et les cas concrets l'ont montré. Les actionnaires utilisent en première ligne les votes consultatifs pour exprimer leur désaccord avec les revenus des chefs. Un instrument, ironie de l'histoire, vous l'avez dit, qui n'était pas prévu par l'initiative. De plus, en général, ce n'est pas Madame Muller ou Monsieur Dupont ou les caisses de pension qui s'opposent, mais plutôt des fonds d'investissement et autres investisseurs professionnels de l'étranger. Et ça aussi, ceux qui ont approuvé le texte ne s'y attendaient pas. Et vous y attendiez? Enfin, c'est vrai que c'est assez ironique cette histoire-là. Oui. Non, mais c'est assez logique. D'abord, notre société, les actionnaires de ma société votent mon salaire une année avant. Donc, une enveloppe qui pourra ou ne pourra pas être utilisée. Donc, à mon avis, ça va tout à fait dans le sens de l'histoire. Je pense qu'il y a eu énormément de débats à ce sujet, qu'il y a eu des excès, il y a des gens qui se sont mal comportés. Vous l'avez baissé, le vôtre? Il a baissé? Mon salaire, ma structure de mon salaire n'a pas été modifiée par l'avènement de la loi. Par contre, les actionnaires sont consultés préalablement. Vous pouvez le révéler ce matin?
Votre salaire? Il est publié sur Internet. D'accord, on ira chercher. D'accord. C'est public. Très bien. Bon, on finit avec la France. Hein. C'est un pays qui vous est cher. Évidemment, c'est un jour et demi du premier tour. Quel que soit le résultat des élections, sûr que le ton va se durcir avec la Suisse. Ça nous ramène au monde de l'entreprise. Commentaire à lire dans la presse, Hélène Alexandra. Première conséquence, selon l'Aargauer Zeitung, le trafic frontalier, qui est déjà davantage contrôlé depuis les attentats, eh bien, il le sera encore plus. C'est au journal de rappeler que la France a récemment expulsé Annie Ramadan. Mais surtout, les candidats de gauche, Mélenchon et Hamon en tête, ont déjà annoncé qu'ils voulaient reprendre les négociations pour que la Suisse participe davantage aux prestations sociales. En 2014, par exemple, la France a versé 460 millions à des frontaliers au chômage. La Suisse ne lui en a reversé que 130. Et puis tout récemment, un proche de Benoît Hamon n'hésitait pas à parler d'un hold-up financier de la part de la Suisse. On va poser la question comme ça, il nous reste 1 minute. François Gabella, quel serait le moins mauvais président français pour les affaires suisses? Je me dis que vous suivez tout ça. Pour faire simple, par élimination, on enlève d'abord les deux kamikazes de gauche et de droite. Mélenchon et Le Pen, je traduis. Ouais, exactement. Et après, il nous reste d'une part un régime minceur, un remède de cheval qui aura beaucoup de peine à être appliqué par un président ou un futur éventuel président en mal de légitimité, et d'autre part un jeune homme fringant dont la ligne politique est difficilement lisible et qui n'a jamais convaincu, qui n'a jamais gouverné. Donc mon cœur balance et je voterai au conditionnel pour celui des deux qui resterait au deuxième tour. C'est une bonne réponse. On se donne rendez-vous dimanche soir, émission spéciale, et lundi matin aussi, je le signale et je le rappelle, 7h, 9h, matinale spéciale en direct de Paris. J'y serai avec Éric Guevara-Fré en direct des studios de France Info. François Gabella, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée. Bonne journée.